Je m'appelle Zainabou Hadari, je suis du Niger. Et il est toujours difficile de se présenter, mais je voudrais quand même dire quelques mots sur moi-même. D'abord, je voudrais dire que sur le plan professionnel, j'ai eu une vie très intéressante avec une carrière assez diversifiée. Je suis enseignante du secondaire à l'origine et il y a eu donc des évolutions. Ces évolutions qui m'ont amené à quitter l'enseignement et à me retrouver plutôt dans le monde du développement. Bien évidemment, cela a supposé aussi que je puisse faire des études pour un développement professionnel. À partir de la maîtrise en histoire, qui est ma discipline de base universitaire, j'ai dû aller faire un doctorat aux États-Unis. Et une fois ce doctorat obtenu, je me suis donc reprogrammé sur le plan professionnel et je me suis retrouvé à travailler dans une coopération bilatérale qui est le Centre culturel américain de l'ambassade des États-Unis à Niamey pendant une bonne dizaine d'années. Ensuite, j'ai occupé un poste pour une initiative internationale qui travaille dans le cadre de la lutte contre les pandémies de VIH, SIDA, tuberculose et paludisme. Et le partenaire, c'est le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le VIH, la tuberculose et le paludisme pendant 8 bonnes années. Et ensuite, j'ai été appelée pour servir l'État du Niger en tant que conseillère du Premier ministre, donc à son cabinet pendant 8 ans. Et ensuite, j'ai été promue directrice de cabinet du Premier ministre. J'étais à ce poste jusqu'au coup d'État militaire du 26 juillet qui a donc renversé le régime. Et à partir de là, j'ai pris ma retraite. Pour ce qui est de mon engagement féministe, il me semble que très tôt déjà, sans que je le sache, j'ai été féministe parce que j'ai vite réalisé dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours, dans la société et la communauté dans laquelle la société dans laquelle je vivais et la communauté à laquelle j'appartenais, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste et qui ne se faisait pas toujours en faveur des femmes et des filles. Et cela m'a toujours un peu révoltée. Ayant eu la chance d'avoir été à l'école et de recevoir une capacité de jugement critique sur la société, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à faire et que je pouvais défendre la cause des femmes et des filles. Et je me suis engagé déjà au niveau de différents établissements scolaires dans lesquels que j'ai fréquenté. Et je pense que ça n'a jamais failli. Et c'est plus tard qu'en réalité, je crois que j'ai trouvé la terminologie féministe. Je ne savais pas comment ça s'appelait, je ne savais pas cette vocation, comment il fallait la définir. Donc, plus tard, donc, au cours de ma formation universitaire, je suis rentré en contact avec ce qu'on appelle les études féministes aux États-Unis. Et là, j'ai compris. Il y a eu donc, bien évidemment, j'ai appris toute la théorisation, j'ai appris tous les courants, j'ai appris l'histoire du féminisme. Et je me suis retrouvé, et pour moi, c'était conforme à ce que je faisais, à ce que je suis et à la vision que je me faisais de la société. Une société donc, que je voulais, dans laquelle il n'y avait pas de discrimination donc, contre les femmes. Et bien évidemment, je me suis engagé de façon formelle dans des associations qui au début n'étaient
qui n'étaient pas des associations obligatoirement féministes, puisque c'était dans mon pays, c'était juste des mouvements féminins. Et plus tard, avec le temps, ça se concrétise, ça se précisait davantage. Donc j'ai eu la chance de rencontrer d'autres féministes africaines qui ont été donc aussi mes mentors et mes coachs, et avec lesquels j'ai cheminé dans des organisations reconnues comme féministes et qui avaient un agenda féministe, tel que VLOOM, qui est donc Women Living Under Muslim Laws, Femmes sous loi musulmane en français, qui est un réseau de solidarité internationale. Et là, je pense que ça m'a donné, ça a renforcé beaucoup mes capacités sur le féminisme, dans l'action féministe. Et bien plus tard, je crois que ça a été facile de rejoindre aussi d'autres mouvements régionaux tels que le African Feminist Forum, Forum féministe africain. Et puis bon, ainsi de suite, donc ça devient bien sûr graduel. Et chaque fois qu'il y a eu donc des réseaux ou qu'on travaille avec Niger, ou alors dans le monde avec bien sûr la solidarité et le réseautage, nous nous sommes donc retrouvés et ensemble nous avons essayé de travailler ensemble à l'échelle régionale africaine et même plus tard, donc disons du monde noir avec avec le Fonds féministe noir, mais aussi avec d'autres organisations qui s'intéressent réellement donc à renforcer les capacités des féministes africaines, à les aider donc ou à constituer des voix ou à renforcer les voix ou à les amplifier, telles que Equipop, qui est une ONG française Équilibre Population, qui aussi donc travaille à réorganiser, à aider les féministes, les jeunes féministes africaines. Donc je me suis retrouvé plus ou moins chaque fois dans ces mouvements et dans les activités. En tant que militante féministe, je crois que il est important de dire que les violences basées sur le genre de façon générale constituent de véritables défis pour l'égalité, pour les objectifs en matière d'égalité des genres, et c'est dans tout le pays. Et le Niger, bien évidemment, a aussi une situation que l'on peut décrire de la façon suivante, en essayant, disons, de catégoriser ces violences. D'abord, les violences psychologiques. On estime donc que l'existence des pratiques socio-culturelles discriminatoires à l'égard des femmes constituent donc des violences psychologiques, et le mariage forcé. Le mariage forcé qui touche environ 76% des femmes ou des filles qui sont mariées avant 18 ans, avant l'âge de 18 ans, mais aussi on trouve un grand pourcentage, entre 3/4 des jeunes filles avant 15 ans qui sont donc aussi données à mariage. Donc ceci constitue aussi des violences contre elles. Mais il y a aussi par rapport donc aux instruments internationaux, la problématique des ratifications, des domestications par le pays, notamment en lien avec la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes des Nations Unies, la CEDEF, que le Niger a ratifié avec 5 réserves importantes qui n'ont toujours pas été levées et qui constituent vraiment des violations des droits des femmes, et qui sont des dispositions qui, une fois, si elles ne sont pas levées, elles renforcent les violences à l'endroit des femmes.
Nous avons aussi donc, les violences, bien sûr, physiques. 4 femmes sur 10 sont victimes de violences physiques au Niger. Et dans la perception même générale, c'est qu'on considère que la violence physique conjugale n'est pas du tout la violence physique conjugale ne constitue pas réellement, disons, une violence à partir du moment où on considère que c'est une affaire privée et que chaque homme peut lever la main attenter donc lever la main sur une femme, qu'elle soit son épouse, sa fille, sa sœur, en cas de besoin. Je crois qu'il y a bien sûr des solutions qui ont été déjà mises en place ou pensées. Il y a notamment une stratégie qui existe, une stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre qui existe et qui a été mise en œuvre, puisque les pesanteurs sociales ont été indexées parmi les facteurs et les causes des violences basées sur le genre. Il y a un argumentaire islamique qui existe pour renforcer les capacités des acteurs religieux pour améliorer aussi donc leurs interprétations des textes religieux et leur permettre de donner des interprétations beaucoup plus favorables aux femmes et aux filles.